Bonjour à tous. Il n'y avait qu'un seul match au programme la nuit dernière, donc ce sera un petit CQFR. Shai, un match avec un résultat finalement surprenant, même si ça confirme une tendance actuelle. Nouvelle défaite des Dallas Mavericks, la 4e de suite, et défaite contre le Utah Jazz. Alors, défaite 115-113. Oui, il manquait Kyrie Irving, il manque PJ Washington. Mais c'est quand même assez surprenant de voir Dallas s'incliner contre Utah. C'est seulement la 3e victoire de Utah cette saison. En 11 matchs, c'est la première victoire à domicile. Les Mavs avaient quand même Luka Doncic qui a mis 37 points, Klay Thompson qui a mis 17 points et qui a égalisé sur la fin. Mais ouais, on peut le dire, c'est quand même un résultat un peu décevant. C'est un résultat décevant, c'est un début de saison qui est un peu décevant aussi parce que c'est quand même les finalistes en titre avec la même équipe quasiment plus Klay Thompson, qui a un temps d'adaptation, ça me semble pas anormal, mais 5 victoires, 7 défaites, des défaites contre contre des équipes comme le Jazz cette nuit. Le Jazz, ils ont compté 14-15 points d'avance à la fin du 3e quart-temps, donc c'est même pas c'est pas spécialement un hold-up. Les Mavs sont revenus, Collins met un dunk à la fin, donc bon. Mais même avec l'absence de Kyrie, qui est vraiment très très bon depuis le début de la saison, sur les derniers matchs, là, on en avait parlé, je le trouvais incroyable dans l'efficacité, tout ça. Même en prenant en compte les absents, parce qu'il y a eu d'autres absents, Gafford a manqué quelques matchs, Lively a manqué quelques matchs, il est revenu récemment. Ouais, c'est pas hyper emballant pour l'instant, mais c'est pour ça que je dis c'est du retard à l'allumage et que c'est peut-être pas très grave. Ils vont peut-être aussi trouver leur rythme de croisière, mais on le répète tous les jours, à l'Ouest, il y a tellement d'équipes qui carburent et d'autres dont on sait qu'elles vont accélérer à un moment aussi. Faut éviter de prendre trop de retard, quoi. C'est ça. Et Dallas, avec un Doncic dont on a un peu parlé depuis le début de saison, il fait ses stats. Le mec, il marque 37 points, on va pas dire qu'il a été mauvais, tu vois. Mais c'est Doncic, donc on le tient à des standards très très élevés aussi, parce que je pense qu'il n'était pas encore favori pour le MVP cette année, là en début de saison. Chaque année il fait partie des candidats, ouais. Voilà, on s'attend à ce qu'il fasse gagner l'équipe en plus de faire ces stats là, donc, et pour l'instant il a un peu de mal à faire gagner l'équipe. On est que tout au début, mais voilà. Puis tu parlais du dernier dunk de Collins. C'est lui, la défense de Luka Doncic sur ce dunk. Donc pour récapituler, effectivement, Dallas menait en première mi-temps, puis prend l'eau complètement dans le 3e quart-temps, largement à la faveur du Jazz. Je crois que le Jazz marque sur 6 possessions de suite, 38-21 dans le quart-temps. Donc Dallas se retrouve mené et court après le score. Klay Thompson finit par égaliser à la toute fin sur un panier à 3 points. Et il y a cette dernière action. Donc, il y a égalité. Tu sais que tu dois défendre fort, faire un stop. Luka Doncic, il se trouve complètement. Il flotte sur une espèce de zone un peu bizarre. Et il laisse complètement John Collins. Donc, John Collins, il a mis le panier pour la gagne le plus facile de la saison, quoi. Il a juste eu à courir et dunker. Et Luka s'est complètement laissé piéger. Les Mavs ont pris un paquet de paniers en contre-attaque. Donc, le repli défensif laisse à désirer. Enfin bref, il y a quand même des efforts qui laissent songeur, et Doncic il fait ses stats, mais là sur l'ensemble de la saison, depuis le début de la saison en 12 matchs, il est donc à 29 points par match, mais à 42% au tir, 32% à 3 points alors qu'il en prend 10. On n'est pas sur le Luka Doncic le plus efficace de tous les temps, quoi. Il y a un manque d'adresse qui pénalise. J'avais déjà dit, je pense qu'il joue blessé, mais bon, ça n'excuse pas tout non plus. Donc ouais, c'est pas la grande forme du côté de Dallas. Et j'ai pas les stats, mais défensivement, ça donne quoi Dallas sur le début de saison? Parce que moi, tu parlais il y a la notion d'effort, du coup que c'est pas statistique, mais on a cette impression que parfois il y a un peu moins d'efforts défensifs, que Doncic a moins les ressources physiques pour les faire aussi. Mais je les trouve moins bons défensivement pour l'instant. Ils sont 12e, donc c'est pas mauvais, c'est pas à l'échelle des candidats au titre. Ce qui est surprenant, c'est que leur attaque, ils sont 9e en attaque, 12e en défense. Bon, après, l'échantillon est encore un peu faible. On n'est pas donc il y a un net rating quand même positif qui se situe autour de l'échelle de la ligue, c'est le 11e meilleur net rating. Voilà, on est sur une équipe moyenne. Après qu'il y a un bilan négatif 5-7, mais en termes de rating, on est sur une équipe moyenne, 9e attaque ou un poil plus que moyenne. 9e attaque, 12e défense, quand même un peu mieux que la moyenne. Mais sans être... les Mavs sont censés figurer dans le top 5, top 6 à un moment si tu veux être candidat au titre. Ouais. Donc, et après, Jason Kidd peut-être cherche aussi. Là, Kyrie n'était pas là, du coup, c'est Quentin Grimes qui a joué titulaire. Sur le banc, du coup, Gafford là, a été repassé sur le banc. Leur banc, on en a parlé en début de saison, il est quand même plutôt intéressant quand tu regardes juste les noms. Naji Marshall qui fait un très bon match d'ailleurs, 9 sur 14, il finit avec 19 points, il est en positif sur le plus-minus.
Bon, Powell, c'est plus de l'expérience maintenant. Gafford, Dinwiddie, Hardy, qui est un très très bon jeune joueur aussi. Normalement, il y a de quoi faire. Dunk, d'ailleurs. Ouais. Il a mis un très gros dunk. Ouais. Et voilà, c'est en difficulté contre une équipe qui joue sans pression et qui a pas. C'est pas l'équipe la plus menaçante du début de saison, quoi. Tu l'as dit, ils n'avaient pas encore gagné à domicile. Bon, voilà, on va surveiller Dallas quand même. Faut faire attention, comme on a dit hier ou avant-hier qu'on surveillait Minnesota. Deux équipes qui n'ont pas. Enfin, Minnesota a quand même a échangé 4 contre Randle, mais c'est des équipes qui ont quand même leur star est toujours là. C'est des équipes qui ont très très bien performé la saison dernière et qui ont un peu de retard à l'allumage. Donc pour l'instant, moi je dis pas que c'est catastrophique, hein, juste qu'on surveille, quoi. C'est un peu. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 4 finalistes de conférence de l'an dernier, à part Boston, tout le monde est un peu en galère. Minnesota patine, Indiana alterne le bon, le moins bon, Dallas est en difficulté, ça fait donc 4 défaites de suite. Il y a la greffe qui prend pas, enfin c'est pas la greffe, le rythme n'est pas encore là du côté des Mavericks. Donc il y a plusieurs équipes qui ont du mal à se lancer parmi celles qui sont allées très loin, qui ont eu une longue saison et autour desquelles il y a forcément des attentes. Alors, du côté, faut voir sur la durée, effectivement, pour Dallas. C'est pas l'équipe qui aura le plus d'urgence, contrairement, je pense, à Milwaukee ou Philly, où tu as tout de suite intérêt à vite te relancer, à créer des bases. Dallas, tu as déjà vu l'an passé que sur 4 mois, tu es capable d'un coup de renverser ton équipe. C'est ce qui s'est passé notamment après les trades de février. Tu peux toujours blâmer ça un peu sur le coup des absences. Il peut y avoir une montée en puissance à un moment, mais tu as raison, il faut pas perdre trop de terrain. Faut enrayer la dynamique, faut éviter d'attirer finalement les regards sur toi, tu vois, d'être l'équipe où d'un coup on se met à parler, qu'est-ce qui se passe à Dallas, qu'est-ce qui tourne pas rond, c'est pas toujours des choses faciles à gérer au sein d'un groupe. Donc c'est pas forcément le moment de sonner la tirette d'alarme, mais on est plus si loin, je dirais. Voilà, du coup il y a 12 matchs de jouer, donc c'est encore très long, mais Kyrie, c'est une blessure à l'épaule, c'est toujours un peu délicat, mais je pense quand même qu'il va revenir prochainement. Luka, l'état physique de Luka, on sait pas trop. Il n'y a pas de blessure officielle, il n'est pas non plus incertain, je crois. Je regarde pas les rapports. Il y a eu un match où il était censé ne pas jouer avec. Je crois que c'était les ischios. Ouais. Au final, il a joué quand même. Et les ischios, on sait que ça peut être chiant d'ailleurs au passage. Ça gêne vraiment pour la mobilité, etc. Donc. Ouais. Mais après, c'était il y a 2 ou 3 matchs ce truc aux ischios. Ok. Un petit mot peut-être sur le Jazz qui pour le coup sur ce match a été bien. En début de saison, ils ont commencé par quoi, 5 ou 6 défaites, quelque chose comme ça. C'était un peu bon. On se disait qu'ils étaient partis pour du tanking comme il faut. Même avec des défaites, et bon là pour le coup c'est pas une défaite. J'aime toujours bien voir jouer cette équipe. Je la trouve toujours bien coachée. Il y a 2-3 trucs intéressants que je note un peu à chaque match. Là en ce moment, Kyle Filipowski qui était parmi les candidats, parmi les meilleurs styles de la draft, je trouve. Bon, il y a son histoire perso qui a fait qu'il a sans doute un peu glissé, mais là ça fait 2 matchs que je vois d'Utah où il est vraiment bien. Là il était dans le 5, il met 14 points je crois, 14 points, 7 rebonds, il était intéressant. C'est ça. Collins bien, ils ont pas eu besoin, ils ont pas points de Collins. Ouais, ils ont pas besoin tout le temps que Mark Cannon fasse des cartons comme lors de sa dernière saison All-Star. Sexton intéressant, sortie de banc toujours Clarkson. Les jeunes ont du temps de jeu, qui ont peut-être George titulaire, Isaiah Collier joue un peu. C'est le genre de saison qui va finir avec un bilan probablement très très mauvais, mais qui est intéressante en termes de développement, je trouve. Ouais. L'objectif de Utah, c'est clairement un Cooper Flag ou une autre superstar disponible via la draft. Il n'y a pas d'autre objectif. Je serais même pas surpris qu'en fonction du profil du joueur drafté, il y aura peut-être un transfert de Lauri Markkanen pendant l'intersaison, vu qu'ils ne peuvent pas le transférer avant. Ouais. Un peu décevant Markkanen au passage. Parce que oui, il n'a pas besoin, mais il n'est pas sur les meilleures performances de sa carrière, là, Markkanen. Enfin, il n'y a pas besoin. L'équipe a quand même perdu 8 matchs sur 11. Donc, quelque part, si on voulait gagner, il y aurait besoin. Je pense que le Jazz n'est absolument pas dans cette optique. Peut-être que Clarkson sera transféré en cours de saison si jamais il venait à avoir une offre intéressante. C'est pas sûr, cela dit. Ils n'ont pas besoin de le transférer pour être mauvais. Donc, ça dépend vraiment du joueur s'ils veulent le libérer, s'il y a une offre intéressante, comme je disais, avec éventuellement un pic dans le lot. Je suis pas sûr qu'une équipe lâche un premier tour pour Clarkson, mais qui sait. Voilà, il y a le développement de Keyonte George. Pour l'instant, manque d'adresse, mais qui reste un joueur intéressant. Les Collins, Sexton, Walker Kessler, Filipowski, Collier, comme tu l'as dit. Puis il y a Cody Williams qu'on a très peu vu pour l'instant. On l'a pas beaucoup vu encore. 10e choix de la draft, je crois. Ouais. Ou c'était son frère, lui. Je confonds avec son frère. Je
Je regarde en direct pour pas dire de bêtises. Mais ouais, 10e choix de la draft. 10e choix de la draft, Cody Williams. Le frère de Jalen Williams. Frère de Jalen Williams. Mais ouais, de toute façon, oui, tu le disais, par contre, Mark Cannon, ce sera forcément en fin de saison, parce on le rappelle, si vous avez envie de faire des simulations de trade avant février, on vous rappelle que Mark Cannon a signé son contrat un peu trop tard pour être éligible à un trade avant la deadline, donc il n'y a aucun doute, Mark Cannon passera toute la saison à Salt Lake City. Voilà. Allez, on peut enchaîner avec une info blessure, une info un peu triste, du coup, forcément, pour les Warriors. DeAnthony Melton, le genou, les ligaments, et du coup, toute la saison. Alors non, justement, non, mais moi j'ai cru aussi quand j'ai lu la nouvelle, j'ai vu ACL et tout, et en fait après coup je me suis aperçu que c'était pas une rupture des ligaments croisés. Non mais c'est pas grave, c'est justement. Ah oui, c'est une sprain, c'est une entorse. Alors c'est une entorse, donc ça. Et voilà, un journaliste qui fait pas son boulot et un journaliste qui fait son boulot, vous voyez. Non mais c'est un peu incertain, c'est-à-dire que ça peut très bien durer longtemps parce que c'est une blessure délicate. Mais il n'est pas encore. Il n'y a pas de déchirure, donc il n'y a pas d'opération, donc ça peut se régler avec du repos et de la convalescence. Donc pour l'instant. Normalement, du coup, il devrait rejouer alors. Normalement, il va rejouer cette saison. Je pense qu'ils vont quand même être prudents parce qu'il jouait beaucoup cette saison. Il était important dans la rotation, on en a parlé quelques fois. Mais pour l'instant, on part plutôt sur plusieurs semaines ou quelques mois. Voilà. Généralement, c'est 2 mois. Je te dis les sprains à peu près. Alors là, j'essaie maintenant de me rattraper. L'expertise. Les sprains du genou, les joueurs NBA en général, ils mettent 2 mois à revenir. Après, ça dépend de comment réagit chacun, etc. au traitement. Mais du coup, oui, c'est pas. C'est bien fait pour moi. Je m'affiche en direct, tu vois. J'ai juste regardé SCL. J'ai pas pensé à aller lire un peu plus sur le sujet. Et du coup, effectivement, si c'est pas une déchirure, normalement, Melton, il devrait revenir. Surtout qu'au final, les Warriors ont beaucoup de la profondeur. Si c'est pas lui qui joue, ça sera Podziemski, ça sera Moses Moody. C'est pas toujours les mêmes profils, mais en fait, il y a toujours d'autres atouts derrière. C'est vrai que lui était repassé dans la rotation. Il avait sorti de 2 très bons matchs, mais au début, c'était pas forcément lui qui était titulaire. Donc, il y a du monde aux Warriors, en fait. Il y a même Gary Payton, tu vois, qui joue presque plus, qui peut et qu'on sait un joueur de qualité capable d'assumer ce rôle. Peut-être là où c'est le plus embêtant pour la blessure, en fait, c'est pour un éventuel trade. Parce que lui, Melton, il est facile à inclure avec son contrat et avec ses qualités. Ouais. Et tu sais que s'il est blessé, c'est plus dur de l'échanger, même si ça refroidit pas certaines équipes. Si une équipe est sûre, il reviendra cette saison, elles le prennent, tu vois. Mais c'est peut-être plus ça, à la limite. Bon, évidemment, c'est problématique pour lui, c'est problématique pour l'équipe qui puisse pas jouer. Mais je pense que les Warriors, même si ça baisse effectivement un petit peu la qualité d'effectif, ils arriveront à trouver un autre mec qui va step up en fait. Ils ont des options. Après, c'est vrai que j'aimais bien ce que faisait Melton. Alors, il était blessé au dos. Il avait été blessé au dos dernièrement. Ils avaient tenté plusieurs trucs. À un moment, il a même essayé de redécaler Wiggins en 2. Là, entre Payton, Podziemski, je pense Moody qui est toujours très bon. Il est toujours très bon quand il joue, Moody. De toute façon, ça y a. Mais Melton apportait ce que disait Eker, je sais plus comment il avait dit ça, mais il disait que c'était le joueur qui, selon lui, connectait le mieux tous les line-up possibles parce qu'il était capable de jouer dans tous les systèmes, qu'il apportait des 2 côtés du terrain. Il tourne à une dizaine 10 points de moyenne par match, 3 rebonds, quasiment 3 passes, des interceptions, 37% à 3 points. Voilà. Je pense qu'il va revenir. Il faut rester prudent. On va pas dire qu'il va rejouer à coup sûr, parce qu'il y a marqué durée indéterminée. Donc on sait que le genou c'est délicat, si c'est ligamentaire c'est délicat. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Par contre, c'est un petit coup dur parce que les Warriors carburaient avec lui dans la rotation et que maintenant ils doivent trouver une autre formule. Mais c'est bon, c'est déjà rassurant que ce soit pas une rupture. J'ai envie de te donner le pourcentage à 3 points des joueurs des Warriors. Ouais. Stephen Curry, 43% en 9 tentatives. Buddy Hield, 46% en 8 tentatives. Jonathan Kuminga, 35%, donc plutôt correct quand même, en 3 tentatives. Andrew Wiggins, 38% en quasiment 5 tentatives. DeAnthony Melton, 37% en quasiment 6 tentatives. Moses Moody, 44% en 4 tentatives. Il n'y a pas un mec qui est mauvais. Draymond Green, 45% en 3 tentatives. Ça durera pas, mais ouais. Il n'y a que Podziemski qui est très décevant, 20% en 4 tentatives. Mais lui, tu peux penser qu'il va remonter quand d'autres vont descendre. Mais ça fait un paquet de mecs qui mettent des 3 points quand même. C'est ce que je trouve le plus intéressant presque, vu qu'il en prend quasiment 5 par match, c'est Wiggins. Pour l'instant, c'est très discret. De toute façon, les Warriors, pour l'instant, font pas énormément de bruit. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont un peu plus performants que ce à quoi on s'attendait. Mais Wiggins, discrètement, vu ils ont vraiment besoin de lui, on va pas le rappeler à chaque fois, mais il a été déterminant dans la dernière campagne pour le titre. Et c'est après
ses problèmes personnels. On sait pas, il a perdu son père il y a pas très longtemps. Les problèmes personnels qu'il a eu, ça a pesé sur ses performances et ça a aussi pesé, je pense, sur les performances des Warriors, mine de rien. Donc, il y a eu d'autres trucs, hein, évidemment, tout ce qui s'est passé autour de Draymond Green, ça a beaucoup joué aussi. Et s'il récupère vraiment un Wiggins là, sur la durée, assez adroit à 3 points, un facilitateur, bon défenseur, ça fait une différence énorme, surtout maintenant qu'il n'y a plus Klay Thompson. Donc ouais, on en reparlera sans doute plus en profondeur prochainement, mais les Warriors font quand même un très très bon début de saison et voilà, l'atmosphère est bonne, pas de dinguerie de Draymond, Steph Curry qui joue comme un MVP alors qu'on n'était plus si sûr qu'il était capable de jouer comme ça, en tout cas sur toute une saison, on verra, hein, mais les Warriors font plaisir à voir pour l'instant. Non, c'est clair. Allez, on peut terminer par un petit mot d'Euroleague. Il y avait 2 clubs français engagés hier soir et les 2 ont gagné. Ouais. L'Asvel a battu l'Étoile Rouge de Belgrade avec un excellent Malédon, 77-74. Malédon, c'est 26 points, 4 rebonds, 4 passes. Il enchaîne. Continue ses cartons. C'est un des meilleurs joueurs de l'Euroleague depuis le début de l'Euroleague. Depuis le début de la saison. Monaco a battu Baskonia 87-75. Du côté de Baskonia, il y a eu 9 points de Timothée Luwawu Cabarro. Voilà, Monaco, 16 points de Mike James, 15 points d'Eli Okobo, les deux artilleurs des Monégasques. Ouais. Le Bayern a écrasé l'Alba Berlin 115-86. L'Olympiakos a battu le Maccabi 94-91. 20 points d'Evan Fournier, 20 points de Jalen Horde. Voilà, ouais, les Français sont bien. Exactement. Et Efes a battu le Real Madrid. J'ai pas regardé les stats des Français d'Efes. 9 points, 4 passes pour Rodrigue Beaubois. Et pour Vincent Poirier, 8 points, 6 rebonds. Et voilà. Du côté du Real, 20 points de campagne. Il est toujours là, Rodrigue Beaubois, c'est marrant. C'est presque fou qu'avec entre guillemets, la NBA a entre guillemets changé depuis son premier passage avec les Mavs, mais c'est fou qu'avec le niveau assez constant qu'il a eu, il est jamais retenté. Parce que c'est quand même un fort scoreur dont on sait qu'il a déjà été bon dans la ligue. C'est peut-être des choix, après c'est des choix personnels aussi, il a peut-être pas trouvé de rôle. Mais, le côté arrière de petite taille, quoi. Ouais, mais c'est un beau joueur, ça. J'ai toujours bien aimé Rodrigue Beaubois. Et alors on sait qu'il lui avait été proposé plus ou moins de revenir dans le groupe France à un moment et que il avait refusé. Bon, c'est son choix, hein, si c'est pas ce qu'il voulait. Mais bon, il continue sa carrière en Europe en jouant à un très très bon niveau. Yes. Écoute, Shai, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. On se retrouvera de toute façon demain pour un CQFR du week-end où on répondra à toutes vos questions. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Et d'ici là, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao.